Adrien est connecté parce que oui. Il est où Adrien? Parce que je voudrais bien l'entendre et le voir si c'est possible. Je suis ici. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Adrien. Ah, super. Alors, je vais présenter Adrien et Pascal parce que voilà, ce sont de nouvelles têtes. Alors voilà, Adrien. Donc, Adrien, je vais. Alors, on va faire ça des choses dans l'ordre. Avant de partager l'écran, comme ça, tant que je vous vois tous, un petit mot d'introduction. Déjà pour vous remercier pour votre présence, parce qu'on est plus de 40 administrateurs donc autour de ce webinaire sur la biodiversité. Donc un webinaire qui va se dérouler autour de trois temps. Le premier qui va être animé par Adrien, je laisserai se présenter dans la foulée, et est avec nous Pascal Brien, donc Pascal Brien qui se présentera également, qui travaille à la Fédération nationale des caisses d'épargne et qui est l'organisateur de ces formations. Voilà, et au niveau du déroulé de la formation, donc on aura 3 temps, donc une partie donc animée par Adrien sur les enjeux de la biodiversité, et un troisième temps qu'on animera avec Hélène. Le deuxième temps, et qui est un petit peu provocateur, mais qui va faire le lien entre les sujets autour de la biodiversité et la création de la direction de l'impact. On peut se dire que là, il y a un grand écart, mais vous allez voir que c'est extrêmement cohérent. Et puis un troisième temps sur le lancement de l'appel à projet 2025 qui sera officiel lundi. Donc là, on est nickel au niveau du timing. Voilà. Voilà. Au niveau de ce webinaire, donc il s'inscrit, vous avez vu lors des derniers conseils d'administration, dans les différents plans de formation donc, qui ont été validés pour les administrateurs. Donc, c'était ce webinaire donc, du 10 avril autour de la biodiversité. Hein, et puis, on en a d'autres qui seront planifiés donc, sur les mois à venir. Mais en tout cas, celui-là, on l'a positionné alors, un peu par chance, parce qu'effectivement, hier, il y avait le conseil de surveillance où il y a un certain nombre de choses qui ont été validées, et ce qui va nous permettre aujourd'hui, ou qui va permettre à Hélène aujourd'hui de présenter en détail la gestion de l'impact, et puis ce lancement de l'appel à projet lundi. Donc, c'est ce qui fait que cette formation est voilà, extrêmement bien positionnée. Là, un peu le hasard a bien fait les choses. Les planètes sont alignées, pas de hasard, voilà. Tout était maîtrisé, même la bonne nouvelle que Jean-Jacques pourra nous annoncer sur scène. T'as raison. J'arrête de parler. Adrien, je vous laisse la parole. Je vais partager mon écran. Donc voilà, quand il faut tourner les pages, vous me le dites. OK? Très bien, merci beaucoup Merci. Thierry. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Adrien Godin-Mama, j'ai 37 ans. J'ai rejoint donc Mirova il y a un peu plus de 4 ans. Je suis à l'origine diplômé de l'école polytechnique, donc ingénieur, et de Sciences Po en économie. Et donc, je suis donc analyste ESG donc au sein de Mirova, qui est un gestionnaire d'actifs responsable, une entreprise à mission. Voilà, donc au sein de Natixis Investment Manager, on est une des 20 boutiques de gestion d'actifs de Natixis Investment Manager. On a 32 milliards d'euros sous gestion, à peu près. Donc moi, je suis analyste ESG, donc je note les entreprises donc cotées sur leur adéquation avec les objectifs du développement durable, sur les secteurs intensifs en ressources, donc liés à la chimie, l'agriculture, la gestion forestière, le bois, et l'eau et les déchets. Et mon autre rôle, c'est d'être référent sur les stratégies, donc les fonds biodiversité, les fonds thématiques biodiversité de Mirova. Voilà. Alors, donc pour ce qui est donc de la biodiversité, alors là, je ne vois plus forcément non, c'est moi. Moi, je fais une muse avec mon écran et je me suis mélangé les pinceaux. J'en suis désolé. Hop, je vais remettre ça en place. Tac. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire, vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment pour me poser n'importe quelle question pour approfondir un sujet. Mais l'idée, je crois que c'était faire 20 minutes de présentation et 20 minutes de questions, il me semble, si on est bien d'accord. Voilà. Écoutez, vous pouvez passer à la diapo suivante. Tac. Donc, mais là, vous avez pas, pardon, vous n'avez pas le bon. Excusez-moi, attendez, parce que là, voilà, ça va être mieux comme ça.
Donc à l'échelle mondiale, donc la biodiversité attendez, régresse et est menacée. Pardon. Là, je fais n'importe quoi. Je le laisse. Tac. Hop. Pardon. Voilà. Je bouge plus. Donc l'idée, c'est qu'à l'échelle mondiale, ça va être la diapo précédente, la biodiversité est menacée. On constate que tous les indicateurs de biodiversité, que ce soit en termes de nombre d'espèces, d'abondance, aussi bien que les écosystèmes qui composent la biodiversité, régressent. Et ça induit donc des impacts sur notre économie, puisque vous savez que une part importante de notre économie dépend justement de ces services écosystémiques. Alors, sur cette diapo, donc, on voit effectivement quel est finalement le lien entre la biodiversité, entre l'impact, entre l'activité économique des humains et la biodiversité. Eh bien, en fait, la plateforme internationale qui est l'équivalent du GIEC de la biodiversité, qu'on appelle l'IPBES, pour International Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystemic Services, a identifié 5 pressions principales. La première, c'est le changement d'utilisation des terres. Donc ça, c'est lié en fait à la déforestation due à l'alimentation, notamment le soja en Amérique du Sud, l'huile de palme en Indonésie, qui compose la plupart de nos aliments et de nos cosmétiques, mais également le changement climatique qui va conduire à réchauffer les océans. Vous savez que 90% de la chaleur est absorbée par l'océan et induit l'acidification de l'océan. Vous savez que les coraux disparaissent notamment à cause de ça. Ça induit aussi des changements de précipitation et des températures qui vont induire des pressions sur les écosystèmes. Ensuite, les pollutions, vous avez peut-être entendu parler des PFAS, notamment des produits chimiques persistants, aussi bien que des plastiques, les continents de plastique, qui vont donc menacer la biodiversité et la survie des espèces, aussi bien sur Terre que dans les mers. Enfin, il y a deux autres pressions qu'on appelle les espèces envahissantes. Vous connaissez donc évidemment par exemple les poissons, lapins donc en Méditerranée, par exemple, ou certaines plantes qui vont coloniser nos canaux en France, qui vont effectivement donc prendre la place d'espèces endémiques locales. Et enfin, la surexploitation des ressources. Vous savez que les écocides tels que par exemple la surpêche au large de Terre-Neuve a conduit à l'éradication par exemple des morues dans ces zones, aussi bien que vous savez que l'élevage intensif induit l'émergence de zoonoses qui ensuite contaminent les humains. Voilà. Donc ça, c'est les pressions principales qu'on a identifiées des activités économiques. Alors, on peut passer à la diapo suivante, si vous le souhaitez. Et pourquoi c'est important pour les institutions financières? Parce qu'à travers nos investissements, à la fois, nous investissons dans des entreprises qui impactent donc négativement la biodiversité. Pensez par exemple à des fabricants de pesticides ou des fabricants d'engrais qui vont conduire effectivement à dégrader les sols, ou à polluer les rivières. Et inversement, les entreprises, par exemple de l'agriculture, mais pas seulement, sont dépendantes des services écosystémiques. Pensez par exemple aussi à l'agriculture, donc qui dépend de la pollinisation, mais pensez aussi à la fourniture d'eau dans les villes, qui va dépendre de la qualité des forêts notamment et des sols pour ralentir le cycle de l'eau et filtrer les polluants. Donc finalement, lorsqu'on a donc une perte de services écosystémiques, eh ben, on va avoir possiblement une perte de rentabilité pour les entreprises. Je reprends encore à cette grande entreprise allemande. Lorsque le Rhin, la rivière, a eu une baisse de niveau, eh bien, elle ne pouvait plus utiliser la logistique et ça lui a coûté extrêmement cher, elle ne pouvait plus exporter. Voilà. Donc, c'est un aspect important. Il y a une double matérialité finalement pour la finance, à la fois de la biodiversité vers les actifs financiers et puis les actifs financiers qui impactent la biodiversité. Voilà. Et donc, on a chiffré à 2,7 trillions en 2030 l'impact de l'effondrement par exemple de 3 services écosystémiques essentiels. C'est un sort de stress test qui a été réalisé par la Banque mondiale pour évaluer finalement l'impact économique de la biodiversité. Alors, on peut passer à la diapo suivante si vous le souhaitez. Alors, et donc la suivante. Alors, on va essayer de chercher finalement quelles sont les causes dans le secteur économique de l'effondrement de la biodiversité. Mais en fait, ce sont un certain nombre de secteurs limités qui ont le plus d'impact. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la première pression, c'est l'utilisation des terres et l'exploitation directe des organismes. Et bien ça, c'est la filière agroalimentaire à travers l'alimentation. Je vous parlais tout à l'heure de l'huile de palme qui est présente
qui était présente en tout cas dans un certain nombre de cosmétiques et de crèmes à tartiner, par exemple, sans parler effectivement de l'alimentation du bétail, riche effectivement en soja importé et qui va conduire à la déforestation. La déforestation qui abrite aujourd'hui, qui peut abriter près de 80% de la biodiversité, notamment dans les forêts tropicales. On va aussi avoir les infrastructures et la mobilité. Vous savez que par exemple une route ou une infrastructure linéaire va empêcher effectivement les espèces de se reproduire, donc les isoler, aussi bien que les infrastructures telles que la production d'énergie, hein, va réchauffer le climat, qui va induire des pressions sur la biodiversité. Je vous rappelais tout à l'heure l'impact sur l'océan, etc. Le textile, évidemment, produit des polluants aussi importants et utilise beaucoup d'eau. Donc finalement, l'enjeu, ça va être de cibler à travers l'investissement des acteurs responsables dans les secteurs qui sont le plus impactants sur la biodiversité, sur leur chaîne de valeur. Vous voyez qu'on a réalisé sur la droite une étude avec un indicateur spécifique pour évaluer quels étaient les secteurs de l'index investissable qui contribuent le plus à la dégradation de la biodiversité. Et je vois qu'il y a des questions qui commencent à émerger. Peut-être que j'y répondrai tout à l'heure. On peut passer à la diapo suivante si vous le souhaitez. Je vais peut-être accélérer un peu. Donc finalement, ce qu'on va faire chez Mirova, c'est essayer d'évaluer avec plusieurs types de graphiques et des indicateurs, quels sont les secteurs qui ont le plus d'impact et sur quel service écosystémique. Donc vous voyez, en haut à gauche, on va évaluer les impacts directs et en bas à droite, avec des indicateurs, les impacts indirects. Vous voyez qu'en bleu, notamment, moi j'aime bien le graphique en bas à droite, en bleu, vous voyez que par exemple, c'est vraiment l'utilisation des terres qui est souvent le plus gros facteur de pression sur la biodiversité par rapport aux autres. Mais vous voyez que par exemple, dans l'industrie chimique, ou par exemple celle des métaux, on va avoir plutôt du vert. Et le vert, c'est quoi? C'est la pression liée à la pollution. Vous savez que pour raffiner des métaux, on a besoin effectivement de polluants tels que le mercure ou autre. Et donc ça va nous permettre de cibler quels sont les engagements à réaliser avec les entreprises pour leur permettre de prendre les mesures d'atténuation de ces risques. On peut passer à la diapo suivante. Alors, voilà. Donc, à l'inverse, on va essayer donc d'identifier des solutions, identifier des secteurs qui proposent des solutions face à la perte de biodiversité. Alors, lorsqu'on parle de la pression sur les terres, donc c'est la partie gauche de la diapo, on parle par exemple de l'agriculture de précision. L'agriculture de précision va permettre par exemple de cartographier les sols, leur contenu en carbone ou en azote, avec des données par exemple issues de drones ou de cartographie infrarouge, et donc de limiter l'utilisation ensuite des engrais, voire même d'utiliser des légumineuses plutôt que des engrais minéraux pour aller fertiliser les sols. Ce qui va permettre évidemment d'éviter l'eutrophication, d'éviter les nitrates, etc. L'innovation alimentaire aussi, ça veut dire produire des plats qui sont appétissants à partir de protéines végétales et qui donc vont permettre aux consommateurs de changer un petit peu ces pratiques alimentaires. Et sur la partie droite de la diapo, évidemment, on parle des innovations dans le secteur de l'eau, par exemple pour assurer une circularité de l'eau, c'est-à-dire réutiliser les eaux usées, par exemple pour l'agriculture, pour s'assurer qu'on utilise une eau qui a été utilisée plutôt que aller chercher directement à la source dans les nappes phréatiques. Donc ça permet de réduire l'utilisation de l'eau et ça a un impact positif, donc possiblement, sur les écosystèmes qui dépendent de l'eau. Également, le traitement de la qualité de l'eau, vous connaissez les pollutions donc, au PFAS, j'en ai parlé des nitrates tout à l'heure, et toutes les nouvelles technologies membranaires, par exemple, ou autres, pour purifier l'eau sont intéressantes, aussi bien que les technologies numériques, par exemple, de détection des fuites, qui vont permettre de réduire les fuites, etc. On va passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, l'enjeu, ça va être ensuite donc de mesurer et de qualifier l'impact. Et de ce point de vue-là, on va accéder donc à une batterie d'indicateurs. Et quand on dit mesurer l'impact, pour nous, Mirova, ça ne veut pas dire forcément vérifier le nombre de spécimens d'oiseaux ou de vers de terre sur un endroit donné, mais plutôt se référer aux pressions exercées par les entreprises sur leur chaîne de valeur. Encore une fois, les pressions, elles peuvent être très très loin d'ici. Quand vous avez un produit vendu ici, par exemple, à base de métaux, le lithium a peut-être été extrait à l'autre bout de la Terre. De la même façon,
quand je vous parlais aujourd'hui des produits alimentaires, les intrants ont été produits possiblement à l'autre bout de la Terre. Ce qui compte pour nous, c'est surtout de réduire les pressions. Et donc, pour réduire les pressions, il faut réduire les pressions par rapport à une trajectoire. En quoi le produit produit par une entreprise est-il meilleur en termes d'utilisation des terres, en termes de pollution, en termes d'intensité climatique que les autres? Vous voyez que si on continue la trajectoire actuelle, donc là, vous pouvez regarder la trajectoire actuelle d'érosion de la biodiversité, on va atteindre effectivement un niveau de service écosystémique qui va être catastrophique pour les sociétés humaines. Si on se focalise, comme on regarde la courbe jaune, uniquement sur les efforts de restauration locale des sols, on va aboutir à la courbe jaune, qui est encore insuffisant. Donc, ce qui est essentiel, c'est d'arriver à transformer l'économie, transformer finalement la production et la consommation de produits, et par la réduction des pressions, en faisant des produits plus performants et qui utilisent moins de ressources, et atteindre donc la trajectoire verte. Et ce qui permettra effectivement de retrouver, comme le veut la Convention mondiale sur la biodiversité, donc une perte nette zéro de biodiversité en 2030 et un retour à des écosystèmes sains à partir de 2050. Et ça, finalement, on va le faire comment? Eh bien, justement, en encourageant des solutions durables. Je vous parlais tout à l'heure de l'agriculture de précision, par exemple, ou les protéines végétales. Je vous parlais tout à l'heure de la gestion de l'eau, circulaire ou numérique, pour réduire les fuites, etc. Il y a aussi, effectivement, l'économie circulaire. Donc, l'économie circulaire, ça va être mettre en place une pyramide de l'utilisation des déchets, conseillée notamment par la taxonomie européenne, qui va nous conseiller quelles sont les bonnes écoactivités pour assurer donc une réduction des pressions sur la biodiversité. Vous conviendrez avec moi que, par exemple, l'utilisation, évidemment mesurée, de substituts au plastique tels que le carton, par exemple, a moins d'impact parce que elle ne va pas parce que contrairement au plastique, on ne va pas perdurer dans l'environnement. Donc, vous voyez que finalement, où les modèles de vrac, de réusage, permettent d'éviter le plastique et donc vont permettre de réduire les pressions sur la pollution, par exemple. Donc, vous voyez que finalement, à travers les produits, on peut faire beaucoup en améliorant la performance des produits, plus que simplement en allant restaurer à la marge les écosystèmes. Et là, finalement, je fais référence quelque part à la hiérarchie de l'atténuation, et que finalement, il faut éviter et réduire avant de restaurer. Voilà. Alors, ça, c'est un aspect fondamental. Et finalement, quand je parle de trajectoire, du coup, effectivement, on va essayer, nous, dans le monde de l'impact, d'utiliser des indicateurs. On va passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Des indicateurs tels que, par exemple, l'indicateur d'abondance moyenne, qui va être un indicateur qui va simuler l'impact du produit d'une entreprise en termes de combien de produits, d'intrants il a été nécessaire pour le fabriquer, combien de polluants on conduit à sa production, on traduit sa production. Et finalement, cet indicateur, il va nous permettre aussi de reporter à nos clients, de dire, voilà, les entreprises dans lesquelles on a investi, elles sont plus performantes que celles de l'index, celles de l'index boursier. Voilà. Et donc ça, cet indicateur qu'on appelle le MSA, pour l'abondance moyenne des espèces, on a participé à le produire, nous, Mirova, avec un fournisseur de données qui s'appelle Iceberg Data Lab et qui continue donc à améliorer la méthodologie. Et ça, c'est un aspect fondamental. Je crois que d'ailleurs, Natixis, de façon générale, s'est engagé dans le cadre de Act for Nature à évaluer l'impact de l'ensemble de ses portefeuilles, possiblement, peut-être, avec des indicateurs de ce type. Alors, je peux éventuellement vous expliquer rapidement comment fonctionne cet indicateur. Imaginez par exemple du cosmétique dans lequel une cosmétique, voilà, vous avez le chiffre d'affaires produit par votre entreprise dans laquelle vous investissez. Vous savez qu'en moyenne, l'entreprise produit 1 milliard de chiffre d'affaires avec cette cosmétique. Vous savez que grâce à des modèles input-output, vous savez que en gros, il y a 40% d'huile de palme dans votre cosmétique, et vous savez qu'avec vos modèles d'input-output, globalement, elle va venir de deux pays qui sont l'Indonésie et la Malaisie. Sachant que vous connaissez donc la productivité moyenne d'un hectare de terre pour produire de l'huile de palme dans ces pays, et vous connaissez donc la perte effectivement de biodiversité mesurée par cet index
liées à la transformation de la forêt vierge en huile de palme, vous obtenez un indicateur qui vous dit, bah voilà, là, le milliard d'euros de chiffre d'affaires de cette entreprise a conduit effectivement à la dégradation de tant d'hectares MSA en Indonésie et en Malaisie. Et donc ça vous permet de valider si cette entreprise a des processus de production de sa cosmétique plus performantes que la voisine. Voilà. Savoir si elle a conduit à la déforestation de moins d'hectares que l'autre. Voilà. Ou si elle utilise une autre graisse, pas l'huile de palme, mais une alternative, et qu'à ce moment-là, elle n'a peut-être produit aucune déforestation, et donc elle a un bien meilleur score. Voilà, donc ça, c'est juste pour vous illustrer finalement un petit peu quel type d'indicateur on peut utiliser. Ça, c'est pour la pression d'utilisation des terres. On utilise les mêmes indicateurs pour l'érosion liée à la pollution des sols, de l'air, de l'eau, mais également liée au changement climatique. Voilà. Le changement climatique induit également une érosion de la biodiversité. Voilà, donc ça va être à travers nos fonds. Voilà, peut-être diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, moi, je n'ai pas d'autre. J'arrive à la fin de mon exposé. Et donc, voilà, et je vous remercie du coup de votre attention. Je suis prêt donc à répondre aux questions que vous auriez sur notre approche de la biodiversité à travers les chaînes de valeur et les indicateurs d'impact qu'on utilise pour reporter à nos clients, notamment les assureurs ou autres, sur l'impact de nos fonds et notre capacité à sélectionner des entreprises qui ont un meilleur impact sur la biodiversité que les autres. Voilà. Merci beaucoup, Adrien. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais peut-être lancer le débat. Pardon. Non, c'était juste pour dire qu'on avait Olivier Panier. Ah, pardon, effectivement, je ne vois pas les mains, pardon. Donc, je laisse la priorité à Olivier. Pardon. Évidemment, je ne vois pas les mains levées, pardon. C'est pour ça que je me permets. C'est gentil, merci Hélène. Bonsoir, excusez-moi, j'ai eu une interruption de connexion et je n'ai pas pu entendre toute l'intervention et la présentation. Donc, je suis un peu confus pour participer maintenant au débat, sachant que j'avais effectivement réagi sur le fait que la perte de surface foncière était aussi très largement liée à l'urbanisation, puisqu'une part très importante des surfaces agricoles françaises sont bien souvent consommées par l'urbanisation. Et donc, c'est un élément qu'il faut aussi prendre en compte dans effectivement le diagnostic que vous pouvez faire, qui, je trouve, effectivement, est relativement accablant à l'égard de l'agriculture. Donc, pour répondre très brièvement, effectivement, nous, on se base effectivement à une échelle internationale sur effectivement les chaînes de valeur qui montrent qu'effectivement, c'est un certain nombre de commodités qui conduisent à l'érosion de la biodiversité, effectivement, loin de nos frontières, c'est vrai. Alors qu'en France, on va avoir localement l'urbanisation qui va être une cause importante de perte de biodiversité. Mais comme on le sait, la diversité tropicale effectivement est plus dense éventuellement et effectivement la perte de biodiversité à travers la consommation de produits est un aspect qui conduit effectivement à la déforestation importante dans ces contrées et que nous devons prendre en charge en tant qu'investisseur global. Merci Adrien. Patrick, si. Oui, bonsoir à tous. Merci Adrien pour cet exposé plus que brillant qui est lié à la fois effectivement la technique et l'économie. On est bien sur une évaluation globale et mondiale de toutes les sociétés et tous les intervenants, en fait. C'est ça. Hein. C'est-à-dire que toutes les sociétés passent sur ce schéma-là. Absolument. Mirova est un investisseur mondial. Et effectivement, la capitalisation mondiale, effectivement, elle est largement aux États-Unis, mais aussi en Europe, en Asie. Et donc, les études qu'on va regarder, nous, sur la perte de biodiversité, elles sont mondiales. Tout à fait. Okay. Et donc, elles nous conduisent à ce type d'évaluations qui sont largement partagées dans le consensus à la fois économique et scientifique. Ok, super. Je ne voulais pas faire d'erreur sur ma deuxième partie de question. C'était à savoir tous les produits qui peuvent être étiquetés, en fait, éco-responsables, économie durable, etc. Hein, tout ce qu'on nous vend avec des schémas verts à tour de bras. Si on tient compte en fait de l'analyse de cycle de vie du produit, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est des investissements qui peuvent être désastreux pour la planète. Comment on gère à votre niveau avec les indicateurs que vous avez l'impact, par exemple, des sociétés qui fabriquent du photovoltaïque ou des sociétés qui fabriquent des batteries pour les véhicules électriques, entre autres, ou les vélos, etc. C'est-à-dire que si je prends l'analyse de cycle de vie du produit dans sa totalité,
est-ce qu'effectivement, la sauce ne coûte pas plus cher que le canard, selon une expression locale et paysanne? Merci. Alors, c'est une très bonne question. En fait, pour chaque secteur, on va avoir effectivement des experts dans nos équipes qui vont comprendre quels sont les impacts les plus matériels à travers les 5 pressions. Si vous parlez par exemple du photovoltaïque, c'est intéressant de regarder plusieurs impacts. Il y avait les impacts directs qui vont être la consommation de terre sur place, effectivement. Et donc là, on va éviter, on va en tout cas tenter d'assurer un double usage des sols, c'est-à-dire par exemple en toiture ou alors dans des zones, en tout cas, qui n'ont pas de richesse agricole ou forestière forte. Ça, c'est la première chose pour éviter ce qu'on appelle un déplacement de la production agricole ailleurs, puisqu'en France, elle serait occupée par une photovoltaïque. Ça, c'est le premier aspect. Et on va regarder également la chaîne de valeur. Alors, en amont, ce qu'on va regarder, c'est effectivement l'utilisation de cuivre, par exemple, ou de lithium. L'utilisation de cuivre est très intensive en eau, notamment. Et donc, on va regarder effectivement ce qui peut se passer au Chili dans effectivement l'utilisation du cuivre. Donc là, il y a des alternatives qui sont, par exemple, la certification du cuivre, comme avec Coppermark, par exemple, ou l'utilisation de cuivre réutilisé. De ce point de vue-là, il y a des acteurs français, une grande entreprise de câbles française qui est très engagée justement sur l'utilisation de cuivre recyclé, mais on a aussi des grands acteurs français que je connais qui en récoltent également le cuivre pour le recycler justement. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième, ça va être en aval de la chaîne de valeur, assurer du recyclage des panneaux. Et là, vous savez qu'il y a certaines technologies de panneaux qui sont hautement recyclables et dont les fabricants participent à la collecte et au réusage des panneaux. Certaines technologies. Pour en parler plus précisément, je ne voudrais pas mentionner d'acteurs aujourd'hui, mais voilà. Donc, vous voyez qu'en termes amont, en termes directs et en termes aval, on va regarder plusieurs impacts sur la biodiversité et c'est l'ensemble de ces impacts qui va conduire à notre jugement et pas uniquement celui d'impact direct sur le site du photovoltaïque. Merci bien pour cette réponse, très claire. Il y a Séverine, Thierry. Oui, j'avais une petite question. Donc, j'ai bien compris que Mirova intervenait à l'échelle mondiale. Je voulais avoir un petit peu votre retour d'expérience sur, à l'échelle européenne et française. Est-ce que les entreprises que vous sélectionnez, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, qu'est-ce que ça représente en fait en termes d'entreprises européennes et françaises à l'échelle mondiale? Est-ce qu'on est plutôt des bons élèves, des mauvais élèves? Quelle est votre analyse? Alors, pour ce qui est par exemple de la déforestation, vous avez des données justement de l'étude d'impact sur la loi sur la déforestation importée qui ont expliqué que l'Union européenne était responsable d'une part très importante de la déforestation à l'échelle mondiale par l'achat de produits pour justifier notamment l'application de la loi sur la déforestation importée qui aura force de loi à la fin de l'année. Et notamment à travers les biocarburants, les biocarburants qui utilisent donc de l'huile de palme ou de soja, aussi bien que effectivement l'alimentation du bétail. Ça, c'est des sujets sur la déforestation importée. Après, il y a d'autres facteurs de pression issus des entreprises, qui sont par exemple l'utilisation de polluants. Et de ce point de vue-là, effectivement, l'Europe est un grand fabricant de substances polluantes, comme les PFAS, par exemple. Il y a beaucoup d'industries qui en produisent même sur le territoire français, voire de pesticides et qui vont les exporter. Mais donc ça, c'est effectivement des activités néfastes, mais il y a aussi beaucoup de bons acteurs qui vont fabriquer des substituts aux produits toxiques et qui vont fabriquer effectivement des plats qui vont être à moindre impact environnemental que ceux dont on a parlé. Donc, après, en termes de capitalisation et de place dans nos portefeuilles, si on fait un portefeuille global, sachez que la plupart de la capitalisation, c'est-à-dire autour de, il me semble, entre 50 et 70% est aux États-Unis, excusez-moi. Donc la part des entreprises européennes sur un fonds mondial sera plutôt de l'ordre de 30 et quelques pourcents. Après, mais ça, ce sont mes collègues du secteur financier qui seraient capables de vous donner le nombre exact. Sachez qu'en tout cas, certains de nos clients veulent un prisme européen, il y a un biais européen de nos investissements, et ça, on est capable d'y répondre en surpondérant les entreprises européennes responsables et les mid-cap, donc les petites capitalisations innovantes. Tout à fait, ça c'est une possibilité. Et d'ailleurs, c'est celle qui a été demandée dans le fonds de place sur la biodiversité qui a été remportée par Mirova. D'ailleurs, récemment, à l'issue de 11 assureurs qui ont demandé un biais européen et un biais sur les petites entreprises innovantes. Côté. Merci. Alors, j'ai Jean-Jacques et Alain. J'avais Alain. Ouais. Alain, dans l'ordre des mains levées. Alain, tu as ton micro coupé. Il
y a le micro. Alain, ton micro coupé. Peut-être que le temps que oui. je réactive, Alain, si Jean-Jacques. Oui, le temps que Alain il réactive son micro. Ouais. Moi, j'avais une question. Ça y est, mon micro est réactivé. Vas-y, je te laisse. Ouais. Oui, c'est juste une information, mais le problème, c'est qu'il y a des solutions, mais on les connaît. Par exemple, toutes les populations de grands singes sont éliminées dans le monde à cause de l'exploitation d'un minerai utilisé pour le téléphone portable, le tantal, je crois. Et on sait déjà depuis plusieurs années que ce minerai peut être réutilisé à l'infini dans nos téléphones, à une condition de les recycler. Et il faudrait orienter le financement des entreprises vers ces systèmes. Mais souvent de fois, il y a des enjeux économiques qui se heurtent à ce reconditionnement. Et comment obliger certaines structures à aller de plus en plus vite vers ces systèmes de réutilisation. Alors moi, je vais vous répondre je vois tout à fait le sujet, hein. J'ai même travaillé un petit peu dessus, je vais même répondre assez précise. Nous, notre thèse d'impact, notamment, elle est basée, donc je vais beaucoup parler des solutions, des entreprises innovantes sur les solutions, qui produisent des produits et services qui vont conduire à la réduction des pressions sur la biodiversité. Je vous ai parlé de l'eau, notamment de l'agriculture tout à l'heure. On a aussi des entreprises qui sont en transition, c'est-à-dire qui produisent des produits qui ne sont pas forcément durables, mais qui peuvent réduire, qui vont pas forcément réduire les pressions sur la biodiversité. Par contre, ce qu'elles peuvent faire, c'est sur leur chaîne de valeur, continuer à produire ce qu'elles produisent, mais en réduisant les pollutions ou le nombre d'intrants. Et c'est le cas notamment des semi-conducteurs, dans lequel, et là je peux vous dire que là, du coup, on appelle ça des entreprises en transition, et la thèse d'impact de nos fonds, c'est d'appuyer donc la transition à travers ce qu'on appelle les politiques d'engagement, et donc à travers le vote et les résolutions. Je peux vous dire qu'on a déposé justement une résolution auprès d'un grand fabricant de semi-conducteurs américain pour que justement il mette en place, il accélère ses objectifs de traçabilité et de durabilité de l'achat de métaux, notamment le coltan. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment le mode d'action pour nous de l'impact. Après, il ne faut pas nier aussi les difficultés que c'est quand on est un petit fonds de 32 milliards d'actifs et qu'on est face à des entreprises de capitalisation qui sont au-delà des 500 milliards, de peser effectivement dans les décisions des entreprises. Pour ça, il faut s'associer. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle de l'engagement collaboratif et que Mirova est membre des grands engagements collaboratifs mondiaux que sont par exemple PRI Spring sur la déforestation, Ceres Valuing Water sur l'eau, aussi bien que Nature 100 par exemple sur la nature de façon plus générale. Voilà comment on va essayer d'influer sur ces grandes capitalisations mondiales. Merci. Après, pour répondre sur la partie réglementaire, effectivement, il faut des réglementations sur l'économie circulaire, mais on sait que autant elles sont avancées en Europe, autant elles ne sont pas dans le reste du monde. Et de ce point de vue-là, c'est difficile d'avancer sans incitation réglementaire, en effet. Jean-Jacques, merci oui, Adrien. J'avais une question. D'abord un constat. Le consommateur est quand même en grande partie responsable. Il y a les entreprises qui les produisent, mais effectivement, si on prend les téléphones, la surconsommation aussi est certainement responsable de beaucoup de dégâts dans la biodiversité. Mais il y a aussi des décisions politiques et je me posais la question de savoir si les décisions prises par le président des États-Unis depuis 3 mois, qui, me semble-t-il, fait fi un peu de tous ces problèmes-là, a déjà des répercussions, ou si vous anticipez les futures répercussions que ces décisions pourraient avoir. Alors, c'est une excellente question. Je répondrai en 2 temps. La première, avant même que Trump arrive, il y avait déjà un désamour partiel pour l'investissement durable. Vous l'avez dû le remarquer ces dernières années, avec notamment la directive Omnibus, qui vise à réduire, par exemple, le nombre de points de reporting des entreprises européennes sur la durabilité. Alors, ce qui peut se passer, c'est que s'il y a un désintérêt là-dessus, il y a 2 risques qui risquent d'arriver et qui risquent de réveiller les investisseurs. Ce risque est premièrement le risque physique. Le risque physique, c'est le risque que la biodiversité se dégrade à tel point que les entreprises arrêtent de fonctionner. Et donc là, notamment aux États-Unis, un risque important, c'est le risque lié à l'eau. Les stress hydriques est extrêmement important, notamment dans toute la partie ouest des États-Unis, là où est produite la nourriture, notamment en Californie, où il y a un stress hydrique très important. 70% du marché américain de fruits et légumes est produit là-bas. Et effectivement, la ressource hydrique vient à manquer. Ça peut menacer effectivement aussi bien la sécurité alimentaire que 2 aspects. Deuxième point, que la rentabilité de certains secteurs tout entiers.
Deuxième point, c'est le risque de contentieux. Le risque de transition lié au contentieux risque d'augmenter. On a vu récemment aux États-Unis le risque, les entreprises de distribution de l'eau porter plainte pour pollution au PFAS, parce qu'après, ce sont les entreprises de distribution de l'eau qui sont responsables de la qualité de l'eau auprès du consommateur, et donc elles se sont retournées contre les pollueurs. Donc finalement, un risque de physique et un risque de transition. Le risque physique lié à l'eau, par exemple, et le risque de transition lié à l'augmentation du nombre de contentieux pour les entreprises qui ont une financiarité, un impact financier. Après, donc, sur effectivement Donald Trump, ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, il y a déjà des commentaires qui circulent sur le marché du soja, notamment, puisque les deux principaux producteurs mondiaux de soja sont les États-Unis et le Brésil, et que s'il y a effectivement la Chine, grande acheteuse de soja pour son bétail, notamment les cochons ou autres, on venait d'acheter davantage au Brésil, on peut penser que ça aurait un impact négatif sur la déforestation. Enfin, donc, ça conduira à davantage de déforestation. On prend peut-être une dernière question. C'est passionnant, hein. Merci infiniment, Adrien, mais on va essayer d'en avoir l'effet entonnoir pour arriver in fine sur notre modeste contribution avec le fonds de dotation. Mais je ne veux pas bouder le plaisir de certains administrateurs. S'il y a une dernière question, non? Bon, pardon, j'en profite. J'ai une question, et ça rejoint un petit peu la question de Séverine tout à l'heure. Si on regarde au niveau français, comment se place la France dans ces sujets mondiaux que sont la biodiversité, par rapport à ce que vous avez évoqué, par rapport à une vision mondiale du sujet? D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la France dispose d'une stratégie nationale sur la biodiversité, la numéro 3 d'ailleurs, et qui a fait le constat à la fois des progrès de la SNB2, la précédente, notamment sur justement la restauration des terres, la protection des zones protégées, aussi bien terriennes que marines. Par contre, elle a fait le constat que sur la réduction des pressions à travers les différents secteurs économiques, on n'y était pas, qu'il n'y a pas assez d'incitation à réduire les pressions des secteurs économiques principaux, donc on en a déjà parlé. Et donc ça va être un aspect principal. Et donc le secteur financier a un rôle pour justement participer à la réduction des pressions. Après, aussi au niveau international, on peut souligner quand même que la France organise des One Planet Summit tous les ans, je crois, dont celui, et notamment cette année, la conférence de Nice sur l'océan, à l'issue duquel donc il y a un certain nombre d'annonces qui vont être réalisées, notamment sur l'extension du nombre de zones d'air marine. Mais on a vu également des polémiques relatives effectivement donc aux zones de pêche donc, dans lesquelles il est encore possible, paraît-il, de pêcher. Donc voilà, donc là, il y a à la fois des aspects positifs et moins. Et dans tous les cas, la France se positionne quand même globalement comme leader, je pense, sur les enjeux de protection de la biodiversité dans le monde, en tout cas. Okay. Merci beaucoup, Adrien, c'était effectivement passionnant. Adrien, on vous libère, on a un petit peu débordé du temps prévu, j'espère que vous ne serez pas en retard. Parfait, mes enfants seront contents. Bon. Merci. Donc, on vous libère, merci beaucoup merci à Adrien, et puis à très bientôt. À votre disposition. Merci. Merci, allez, au revoir. Les chiffres... Juste une petite idée, petite idée pour la suite. Ça mériterait largement une conférence sur un peu plus de temps, quoi. C'est brillantissime. Absolument. Ça vous montre le niveau des expertises qu'il y a dans le groupe, parce que c'est ça aussi dont on peut être fier. C'est les expertises. Mais justement, ça permet effectivement de décliner via les produits et les approches produits qu'on peut avoir vis-à-vis de nos clients. Ce serait bien qu'on l'entende plus souvent et de manière plus étendue, quoi. Ça corrobore tout à fait ce qu'on a entendu aujourd'hui au salon Résolution. Il faut changer de paradigme. Donc. C'était, oui, on était, il y avait Anne-Marie Aboudaram et Catherine était avec nous là au salon Résolution. Aujourd'hui, on y était avec Hélène également. C'est quand même un sujet, parce que le stand de la Caisse d'épargne, qui était le plus grand du salon, avait un focus sur la biodiversité et c'était quand même étonnant de voir la quantité de questions, de visites, d'interrogations, de partages qu'on a eu sur ces sujets aujourd'hui. C'est
c'est quand même, on voit que le sujet est quand même plus que d'actualité. Pressant. Juste, je me permets d'intervenir, Laurent. C'est vrai qu'on peut être admiratif du travail qui est effectué. La seule chose que l'on puisse regretter, c'est que tous les pays n'aient pas le même engagement dans cette voie-là. Ah ouais. Et là, parfois, on a l'impression d'applaudir avec une seule main, si tu préfères, parce que dans ton coin, tu déploies des trésors de méthodes pour essayer d'économiser notre planète. Et à côté de ça, tu as des pollueurs qui le font sans culpabilité, quoi. Ouais. Ça va faire la transition, Laurent, avec voilà, la deuxième partie où là on va revenir, je veux dire, on va revenir chez nous et on va revenir notamment à la CEAPC, mais avec un point sur lequel on va pouvoir effectivement échanger par rapport à la remarque de Laurent. Alors, des choses que vous connaissez, que vous connaissez évidemment. Là, je dirais, je défonce un peu des portes ouvertes, mais il faut quand même aussi se le rappeler. Aujourd'hui, hein, c'est pas un scoop. On voit bien que les acteurs publics et privés, dont on fait partie, sont attendus, hein, sur le sujet de la biodiversité. Alors, il y a plein de raisons, hein. Là, j'en ai affiché 4, mais il y en a d'autres. La plupart de ces raisons ont été partagées tout à l'heure avec Adrien. La réponse de Jean-Jacques faisait notamment écho au point 2 là, sur les risques qui peuvent s'imposer à des entreprises si effectivement la perte de biodiversité venait à s'aggraver. Il y a des sujets de réglementation, mais ça, je dirais, c'est le côté le moins intéressant. On a des entreprises et la question, voilà, va vite aller sur la caisse d'épargne, sur la responsabilité sociale et environnementale. Ça c'est quelque chose qui est important. C'est aussi des facteurs d'innovation et d'opportunité. Là aussi, hein, cet après-midi, on a croisé un certain nombre d'entreprises qui voilà, s'appuyaient sur ces actions et sur cette capacité d'agir à travers la biodiversité pour développer des produits assez innovants. Il y a un sujet évidemment concurrentiel, hein. Bon, même si aujourd'hui c'est quelque chose qui a tendance à voir le jour un peu partout, malgré tout, si on prend l'exemple de cet après-midi, il y avait je sais pas, 50 exposants sur ce salon Résolution. Voilà, la seule entreprise qui affichait la biodiversité, c'était nous. Et on voit bien qu'on a, je pense, ça serait prétentieux de dire qu'on a un coup d'avance, mais on va le voir sur des exemples précis, on est en tout cas non, pas en retard et qu'on peut être assez exemplaire sur un certain nombre de choses. Le deuxième point introductif, c'est hop là, pardon. C'est un sujet, alors là aussi on en a parlé à travers les questions, c'est ce qu'on appelle les conflits d'objectifs, hein. C'est un terme qu'on entend assez souvent. Alors j'ai volontairement fait ce rapport entre les conflits d'objectifs sur la réduction de l'empreinte carbone et la protection de la biodiversité. C'est bientôt. Hein. Merci à vous. Pardon, j'ai des... Je sais pas, je crois que c'est... Hop. Alors, j'ai volontairement effectivement fait ce focus conflit d'objectifs entre empreinte carbone et protection de la biodiversité, parce qu'effectivement, vous avez en tête qu'au niveau du plan de stratégie de l'entreprise, la CEAPC s'était engagée à une réduction de son empreinte carbone. Quand on regarde en fin de compte de façon assez précise, et on a eu plein d'exemples tout à l'heure, Patrick en cité par rapport au téléphone portable, on voit bien, et la liste, on pourrait la multiplier, on est 40 autour de l'audio, je pense que 40 personnes pourraient me citer des exemples de conflits d'objectifs entre justement la partie réduction de l'empreinte carbone et protection de la biodiversité.
Là, j'en ai cité quelques-uns pour aller sur des thèmes très différents, mais on voit bien que le sujet est pas simple. On parlait tout à l'heure par exemple des voitures électriques. Si on fait effectivement l'économie globale d'un véhicule électrique avec la production des batteries et le recyclage, on peut s'interroger, je crois que c'était Patrick tout à l'heure qui en parlait un petit peu. Quand on est sur la partie des reboisements, parce qu'effectivement, on sait bien que la forêt est un capteur de CO2, si effectivement on le fait de façon un peu brutale et non réfléchie avec des monoespèces, hein, on va se retrouver également avec des déséquilibres. On peut avoir la même chose sur l'urbanisme, hein. On voit bien que l'évolution de l'urbanisme et les choix qui peuvent être faits peuvent avoir des incidences assez fortes sur la biodiversité. Et ce qu'on retrouve souvent, c'est que dans l'autre sens, c'est un peu moins vrai. C'est-à-dire que tout ce qu'on va mettre en œuvre pour la biodiversité a peu ou a pas d'effet défavorable sur l'empreinte carbone. Donc on est sur un sujet qui est un peu à sens unique. Donc il faut effectivement qu'on se pose la question de se dire, effectivement, quand on met en place des actions pour réduire l'empreinte carbone, et on va voir l'exemple en suivant, voilà, comment ça impacte et comment ça joue sur la biodiversité. Donc, derrière ça, alors, la phrase que j'ai mise, hein, je l'aime beaucoup, hein, il n'existe pas de système, nous sommes le système, elle n'est pas de moi, elle est de l'ancien président de Danone, Emmanuel Faber, quelqu'un voilà, qui était extrêmement engagé sur le sujet. Après, on pense voilà, sur le personnage et sur son action. En tout cas, c'est quelqu'un qui a toujours été extrêmement engagé sur le sujet, et je trouve sa formule assez intéressante, et ça fait un petit peu écho à la remarque de Laurent, parce que ça pose question, hein. C'est vrai qu'on peut se dire, même nous à notre niveau, hein, on parle du fonds de dotation de la Caisse d'épargne, 450 millions d'euros, le fonds de Mirova, 30 milliards. 450 000 euros, hein, tu as dit 450 millions d'euros, Thierry. Pardon, je me suis un petit peu emballé, on peut. 450 000 euros, voilà, et en face, voilà, 32 milliards pour Innova. Bon, mais pour autant, je suis profondément convaincu que individuellement, il y a individuellement, que ce soit personne physique, personne morale, on peut et on doit effectivement, on peut faire des choses. Donc, si je reviens sur ces conflits d'objectifs, la réponse, elle est hyper complexe, hein, parce que effectivement, les solutions les plus radicales, c'est de dire, on se passe de l'usage, hein. Vous vous souvenez récemment là voilà, d'un sujet autour de l'avion, on prend plus l'avion. Ok, d'accord, c'est bien, on prend plus l'avion. Pour autant, parfois on a besoin de se déplacer, et est-ce que c'est mieux de se déplacer avec un véhicule voilà, diesel ou autre? Le sujet n'est pas si simple. Le sujet, il se pose aussi au niveau, au niveau individuel, au niveau personnel, au niveau familial. Voilà, on peut agir, on a une manière d'agir sur nos pratiques de consommation, sur les recyclages qu'on fait de nos affaires, sur l'énergie, sur les ressources. Voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on a une capacité d'agir. Et là aussi, je reviens, je partage ce que dit Laurent. Ça peut être assez frustrant, voire on peut être désabusé de se dire, effectivement, moi, je fais un effort pour consommer local, pour prendre mon vélo pour aller chercher mon pain plutôt que ma voiture. Et à côté de ça, on a des grands pays qui, au final, voilà, font pas grand-chose, ou au contraire, c'est un grand coup de marche arrière. Pour autant, voilà, j'ai tendance à penser que si effectivement, voilà, individuellement, on n'arrive pas à pousser à faire cet effort, je pense que c'est dommage. Voilà. Et puis, bon, évidemment, dans les entreprises, on a un vrai sujet. Et là je vais passer la parole à Hélène, parce que on a effectivement un vrai sujet, des vraies attentes. J'en ai parlé tout à l'heure dans les raisons qui faisaient qu'on était attendu sur ce sujet de la biodiversité.
Et en fin de compte, pour faire le lien avec la création de la direction de l'impact, peut-être que la bonne manière de réconcilier ces conflits d'objectifs, ben, c'est de se dire, ben, moi, moi, à titre personnel ou moi, personne morale, entreprise, voilà, qu'est-ce que je fais pour arriver à réduire voilà, mon effet, mon impact carbone, tout en m'assurant que je ne dégrade pas derrière de la biodiversité. Donc, c'est effectivement cette vision très globale qui est extrêmement intéressante et c'est aussi une des, en tout cas, la création de la direction d'impact au niveau de la caisse d'épargne est en tout cas pour moi, une traduction extrêmement concrète de cette nécessité de réconcilier des choses qui ne sont pas toujours conciliables. Alors, réconcilier des choses qui ne sont pas toujours conciliables. Merci beaucoup, Thierry de la balle au bon. Peut-être se dire simplement qu'effectivement, devant des enjeux systémiques, devant des injonctions paradoxales, bien modestement, voilà, on peut prendre notre part. Parce que voilà, on a un cap. On a une gouvernance exécutive et non exécutive qui s'est donné des moyens. Et effectivement, on l'a dit à plusieurs reprises, on sent que nos clients sont effectivement appétents à s'engager avec nous autour de la transition. Le propos du jour n'est pas de vous décrire comment fonctionne la direction de l'impact, ses missions, j'aurai le plaisir d'y revenir. En tout cas, c'était de vous dire qu'effectivement, on avait choisi, et ça a été présenté mardi en conseil d'orientation et de surveillance, d'aller un cran plus loin. Il y a déjà un très beau héritage autour de ce qu'on a pu faire en termes de RSE. Et d'ailleurs, vous êtes représentés, l'ensemble des administrateurs dans cette démarche grâce au comité RSE du conseil d'orientation et de surveillance qui déjà nous aiguillonne. Sous la houlette de Laurent Thurin, qui est notre président, pour toujours aller plus loin. Toujours aller plus loin, ça s'est traduit ces dernières années effectivement par la réduction de notre empreinte carbone et de nos externalités négatives dans nos fonctionnements internes. C'est déjà pas rien. On a effectivement réduit notre empreinte carbone au niveau de la caisse de moins 15% entre 2019 et 2024. Mais il faut surtout effectivement se dire qu'on a l'ambition de poursuivre dans cette démarche avec un objectif qui va figurer dans notre plan d'orientation stratégique qui vous sera présenté en septembre prochain lors de la convention des administrateurs, de moins 20% d'ici à 2030. Donc on a effectivement une ligne d'horizon qui est très ambitieuse, mais ce qui va aujourd'hui être le plus pondéreux et pour lesquels effectivement il fallait créer une direction de l'impact parce que cette démarche, elle doit aller chercher l'ensemble des métiers, l'ensemble des process, l'ensemble des compétences dans la caisse. C'était vraiment d'intégrer donc ce modèle ESG et notamment effectivement cet impact environnemental au sein de notre modèle d'affaires. Je ne sais pas si vous avez entendu, Adrien a parlé de deux types de risques liés à l'environnement. Alors, quand on est banquier, qu'on parle de risques, généralement, on ouvre grand les oreilles. Les risques climatiques, les risques physiques. Alors, on a pu le vivre déjà sur nos territoires, les uns et les autres, que ça soit trop chaud, d'inondations renforcées, tout ce qui est lié au dérèglement climatique. Et puis, la deuxième typologie de risque, qui est le risque de transition. Et ça m'amène à vous dire que par rapport à ces risques, notre caisse d'épargne a choisi d'être conforme, j'allais dire, à son ADN et à ses valeurs et de vouloir rendre l'impact accessible à tous. Certaines autres structures ont choisi d'arrêter
tout bonnement de financer certains secteurs d'activité, certains clients, disent qu'effectivement, les clients particuliers qui n'auraient pas les moyens de conduire des travaux de rénovation énergétique, pourraient être trouvés dans des situations compliquées, puisqu'effectivement, ils ne pourraient par exemple plus louer leurs biens ou ils verraient effectivement leurs biens dévalorisés dans un contexte de revente du bien. On a fait une démarche différente qui est effectivement de se dire comment on peut, conformément à notre raison d'être, c'est bon de temps en temps, quand tout bouge, de se repartager notre raison d'être. Alors, je la redonne parce qu'elle est pas simple à se souvenir, mais à mon sens, elle est très éclairante. Être utile à chacun de nos clients et contribuer durablement au développement économique et sociétal de nos territoires. Elle nous engage, donc effectivement, il fallait se donner les moyens d'être plus structurés. Alors, vous voyez à l'écran quelques objectifs, puisque l'idée, effectivement, c'est surtout de ne pas opposer et voire même au sein de cette direction de l'impact, de porter un certain consensus entre tout ce qui est lié à la rentabilité, à l'engagement, avec vraiment la volonté d'intégrer ces critères ESG. Alors, on parle aujourd'hui plutôt d'UE, mais on est bien sur ces 3 dimensions au sein de notre performance globale. Alors, on va peut-être avancer parce que je vois l'heure qui tourne. On a effectivement, on y reviendra, ce qu'on appelle une roue de l'impact, qui reprend, qui fait système. Si je reprends les termes d'Adrien, avec effectivement, nous aussi, une double matérialité qu'on nous demande aujourd'hui de restituer en matière de reporting financier. Dans quelques jours va se tenir l'Assemblée générale de votre caisse d'épargne et il me reviendra le plaisir de reporter sur notre performance extra-financière et donc de plus en plus sur nos impacts en matière de biodiversité. Alors, quand on est une entreprise de service, on a moins d'impact direct sur la biodiversité parce qu'on a moins d'externalités négatives que certaines structures qui sont dans l'industrie. Mais quand on intègre le scope 3, c'est-à-dire l'impact de tous nos clients, là, effectivement, on se trouve en situation d'avoir un impact très fort. Et donc, je le disais, de le mesurer et d'accompagner ces clients qui ont des externalités, on va dire des maturités ESG plus ou moins fortes pour qu'eux-mêmes adressent la problématique de la préservation de la biodiversité. Le slide d'après vous permettra de voir comment on est organisé pour adresser les 3 dimensions ESG. Sur la partie environnementale, on va avoir donc 3 leaders experts impact qui vont à une plus petite échelle, mais dans la même démarche que Mirova et ses experts, essayer d'accompagner l'ensemble des collaborateurs du réseau commercial pour mieux comprendre les modèles économiques de tous nos clients. Vous allez entendre parler des dialogues ESG dans ces prochains mois et c'est des choses sur lesquelles on a besoin aujourd'hui. On parlait de changer de paradigme, à tout le moins de se remettre à jour et puis aussi d'appréhender de nouveaux contextes, de nouveaux concepts dans la façon dont aujourd'hui on va savoir si il est intéressant, utile, rentable d'accompagner telle ou telle activité économique. Et puis on a aussi au cœur notre modèle coopératif qu'on a voulu placer de manière dynamique au sein de cette direction de l'impact avec un nouveau département du développement coopératif dont s'occupe Thierry et où vous trouverez bien sûr toujours à pouvoir vous appuyer sur Rosalina et Marine et au sein duquel ça me permet tout doucement de faire la transition. On a placé notre fonds de dotation. Alors, je vous rappelle notre fonds de dotation. C'est 450 000 €
€ chaque année au profit de 2 thématiques, l'inclusion des jeunes et les projets en faveur de la transition environnementale. Et quand on dit changer les curseurs, ben voilà, modestement, je le disais, hein, on peut choisir voilà, de prendre des thématiques, d'appuyer voilà, certains sujets. Depuis 3 ans, l'appel à projet de notre fonds de dotation, hein, je rappelle qu'il y a effectivement 3 modalités de distribution, on va dire, et de sélection des projets. Hein. Les projets que vous portez dans vos SLE, des projets avec un impact régional qui sont effectivement portés au sein du conseil d'administration du fonds de dotation, et puis un appel à projet. Et cette année, effectivement, et sous l'impulsion de la fédération, et ça me permet aussi de resaluer la présence, pardon, j'ai mangé son nom, alors que je ne le connais que lui. La présence de Pascal. Merci infiniment, Pascal. Merci infiniment. On a choisi donc de consacrer 80 000 € de notre appel à projet à la thématique de la biodiversité. Et c'est pour ça nous semblait important voilà, qu'on en parle ensemble, parce qu'on peut se dire qu'on peut avoir un frein voilà, d'aller voir des structures associatives sur notre territoire en se disant, bah voilà, la Caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes, le fonds de dotation soutient des projets en faveur de la biodiversité. Donc, c'était pas mal de se redonner un cadre, de se dire aussi voilà, bah, que notre entreprise, voilà, hein, en certains, que ce soit sur notre volet du fonctionnement interne et encore voilà, en l'intégrant dans son cœur de métier par les offres voilà, et les services qu'elle propose. Hein. On pourrait évidemment citer le livret transition territoire hein, qui flèche l'épargne engagée de nos clients au profit de projets voilà, qui sont portés en faveur de la transition environnementale. Et comment donc demain, plus encore qu'aujourd'hui, notre fonds de dotation et donc vous pourrez contribuer donc à améliorer effectivement ou en tout cas à préserver cette biodiversité. Alors, avant peut-être un clin d'œil, parce qu'on était vraiment dans une actualité très chaude, et puis c'est aussi un projet voilà, qu'on a monté avec le fonds de dotation, peut-être Thierry, voilà, de dire qu'on a depuis hier soir le retour du comité scientifique voilà, du projet TREF, qui est un projet national avec, je vais peut-être laisser la main à Thierry, pour lequel la Caisse s'est engagée à financer des actions avec l'ONF et pour lequel le fonds de dotation aussi a acté tout dernièrement d'un accompagnement de 20 000 € au travers donc du partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels, donc sur un projet en faveur de la biodiversité. Merci Hélène. J'avais pris le parti un petit peu osé hein, de faire le lien entre biodiversité et la gestion d'impact. Hein. J'aurais fait assez sciemment et volontairement. J'avoue que encore une fois, hein, on rentre du salon Résolution qui était au Palais des Congrès à Bordeaux. Ça a quand même fait mouche parce que on a eu beaucoup. On était assez nombreux sur le stand. On a eu, les gens étaient surpris, très surpris, mais agréablement surpris de voir effectivement on avait 2 kakémonos sur la biodiversité au milieu du logo de la Caisse d'épargne. Et on voit bien que ça a fait mouche. C'était voilà, extrêmement agréable et on avait juste à côté le stand de la Société Générale. Bon, je ne vais pas les décrier, mais c'est sûr que je pense qu'on voit bien que sur le sujet, on a quand même une petite longueur d'avance ou une bonne longueur d'avance. Et donc, je ne vais pas bouder mon plaisir. Donc, oui, on va… Pardon. Excuse-moi, oui, Jean-Jacques, Thierry. bien sûr. Non, je voulais juste, avant qu'on passe, voilà, que vous fassiez la transition, dire qu'au nom du COS, et il y a un certain nombre de membres qui sont là, je suis vraiment très, très heureux et très fier qu'on ait pu, j'allais dire, consolider le travail effectué ces dernières années par les équipes d'Hélène et créer cette direction de l'impact
qui va, j'allais dire, renforcer notre positionnement à l'instar de ce que tu viens de dire, Thierry, et ce que vient de dire Hélène. Hein. Donc moi, vraiment, je me félicite et je suis très fier que notre caisse, alors je ne sais pas si on était pionnière quand on a mis en place le comité RSE. On a été dans les tout premiers, hein, vraiment, voilà. Jean-Jacques. Hein. On est toujours trop modeste, mais sinon. Voilà, non, mais c'est pour ça que je me permets de le dire. Ouais. Je félicite Laurent qui est devenu maintenant président du comité de l'impact en remplacement du comité RSE. Mais c'est bien d'avoir, voilà, on élargit et on sera plus visible et effectivement, comme tu disais, souvent on prêche par modestie, mais quand on met en avant ce que l'on fait, les actions qu'on mène, je pense que collectivement, que ce soit les salariés ou les clients et les sociétaires clients de la Caisse d'épargne, on peut être fiers de notre positionnement. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire avant de vous laisser parler de l'appel à projet de la fédération. Et si je peux me permettre un tout petit mot, juste 2 secondes, je m'excuse de couper, pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Jacques. Moi aussi, je suis très fier de porter le maillot d'une banque qui est autant engagée sur la RSE, sur le ESG, tout ça. La seule petite chose, c'est que je trouve effectivement qu'on va prendre avec la direction de l'impact une autre dimension. Il faudrait que l'on apprenne à communiquer là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que quand un organisme financier, quand on regarde nos bilans de fin d'année, quand on se compare par rapport aux autres, très souvent, quand on compare nos résultats par rapport au CRCA, par rapport au Crédit Mutuel, eux, ils mettent en avant une performance économique, mais derrière, nous, on n'affiche pas tout ce que l'on fait en termes d'engagement sociétal. Voilà. Il faudrait vraiment que l'on puisse comparer ce qui est comparable avec un petit peu les mêmes paramètres. En fait, pardon, on ne va pas dire le contraire, Hélène. Bien sûr, Patrick, bien sûr. J'ai eu la chance d'être invité mardi à intervenir auprès de la Caisse d'épargne de Kennedy sur la semaine du sociétariat. Et pour leur présenter un peu en fait mon rôle de sociétaire, d'administrateur, etc. Et la question, en gros, ça a été de dire, ouais, d'accord, ok, mais pourquoi ça sert, à quoi ça sert que nos clients soient sociétaires? Et j'ai axé effectivement sur deux chemins. Le premier, c'est de dire, ceux qui se plaignent ou ceux qui disent que ça pourrait aller mieux, qui s'engagent en étant sociétaires et ils auront une écoute peut-être un peu différente qu'un usager. Et le deuxième point, c'était effectivement celui-ci, c'est-à-dire que j'ai axé à fond sur le RSE, la biodiversité, et ainsi de suite, et le positionnement de la banque par rapport à d'autres banques qui s'en soucient guère, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, ça donne du sens et d'engagement pour développer encore plus le sociétariat auprès de nos clients. Voilà. Merci de ce retour et je pense que voilà, Jean-Jacques qui est bien sûr mobilisé sur ces sujets pourra être heureux d'avoir ces retours en direct. Et ça fait chaud au cœur, honnêtement. C'est très sympa en tout cas. Je te laisse peut-être. On s'est peut-être donné 1 heure ou 1h30 1h30. Ah, 1h30. Bien alors. 1h30. Non, on est bien. Alors, Hélène en a parlé, on va revenir un petit moment sur deux projets, donc un qui est parti, puis l'autre qui va partir. Le premier, donc c'est le projet Trèfle. Donc le projet Trèfle, c'est un projet qui a été initié par le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, avec pour finalité de valoriser en fin de compte tout ce qu'on fait. Le groupe s'est rendu compte que les différents établissements, Banque Populaire ou Caisse d'Épargne, avaient des actions majeures, étaient aussi propriétaires d'un certain nombre d'espaces naturels. On le disait à l'instant, Laurent le disait, on ne communique pas sur ce qu'on fait. Et pourtant, ça fait des années que les établissements, et nous en particulier, on agit sur le milieu. Donc ce projet Trèfle a cette vocation-là. Donc vous voyez l'acronyme, territoire, restauration, écosystème, forêt, littoraux et eau. Donc c'est effectivement balayé. En tout cas, c'était embrasser des projets sur ces thématiques autour des forêts, des littoraux ou de l'eau.
La Caisse d'épargne est propriétaire depuis très longtemps de 700 hectares de forêt. Quand le projet est apparu là, c'était fin d'année dernière, fin 2024, on a travaillé avec Aline pour voir un petit peu ce qui était possible de faire par rapport à, voilà, aux orientations qui étaient poussées par le PCE. Donc on sait assez vite, donc on a travaillé avec l'ONF. Moi, c'est un projet en plus qui me tient à cœur parce qu'il m'a ramené à mes jeunes années d'études. Donc c'était assez amusant de voir comment, 40 ans après, on pouvait se resservir de ce qu'on avait appris sur les bancs de la faculté. Donc ce projet Trèfle, donc porté par le groupe, le but du jeu, c'est d'identifier un certain nombre de projets, mais pour que ces projets aient une vraie portée et ça soit pas qu'on ne tombe pas dans le greenwashing qu'on connaît, voilà, a été adossé à ces projets un comité scientifique. Là, je vous passe le CV des différents experts, mais vous voyez effectivement qu'on a plutôt du haut niveau. Et donc, tous les projets qui ont été remontés par les établissements, banques populaires ou caisses d'épargne, sont passés dans les fourches codines de ce comité scientifique. Honnêtement, on était assez confiants. Mais voilà, quand on a vu je dirais, la composition du comité scientifique et le niveau des projets, bon, on s'est dit ça risque d'être un petit peu chaud. Pour autant, on a fait un gros travail avec l'ONF, un gros travail avec le Conservatoire d'espaces naturels, qui nous a mené à présenter ce projet qui tourne autour de trois sujets. Et là, on est sur le sujet des zones humides et des lagunes. Alors, quand on dit ça peut paraître assez anodin. Quand on travaille avec le Conservatoire d'espaces naturels, on voit combien c'est des marqueurs extrêmement importants en matière de biodiversité. Je ne vais pas vous rentrer trop dans le détail, mais la mission qui a été financée à travers le fonds de notation auprès du Conservatoire d'espaces naturels, c'est justement de faire une cartographie extrêmement détaillée de la biodiversité qui existe donc dans les lagunes qui sont sur notre forêt de Matoukat et qui fait 300 hectares. Avec évidemment l'idée derrière ça, c'est de faire une analyse qui sera open source pour l'ensemble des territoires et du conservatoire d'espaces naturels. L'idée, c'est de pouvoir identifier, d'avoir des marqueurs sur l'évolution de la biodiversité par rapport aux actions et par rapport aux travaux qu'on va mener. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà, je ne vais pas rentrer dans ma vie privée, mais j'ai une activité de moniteur de plongée et régulièrement avec l'Université de La Rochelle, on fait des mesures sur des nuits blanches parce qu'effectivement, ce sont des marqueurs sur le réchauffement des océans. Voilà, donc c'est extrêmement important pour l'université et pour la collectivité d'avoir ces marqueurs. Et donc là, toute la mission qu'on met en place avec le conservatoire, c'est d'avoir ce marqueur à l'instant T de la biodiversité qui existe sur Matoukat et sur notamment les zones humides, pour voir effectivement dans le temps comment ça évolue et comment les travaux que l'on va mener vont permettre de faire progresser cette biodiversité. Donc on a ce sujet-là. On a un deuxième sujet, mais qui est un peu en marge de la partie biodiversité, mais qui a un vrai sens pour nous. Hein, c'est le troisième point de la slide. C'est qu'on va aussi profiter du mécénat de compétences qu'on a mis en place à travers Solidaire pour aller nettoyer les plastiques. Hein. Pourquoi les plastiques? Tout simplement, ça fait plusieurs années qu'avec l'ONF, on cherche à développer d'autres essences que le pain maritime sur ce terrain-là, toujours pareil, dans cet objectif de biodiversité. Donc, ça fait longtemps que la Caisse est déjà engagée là-dessus, hein, parce que ça fait plus de 10 ans qu'avec l'ONF, on cherche à mettre du feuillu au milieu du pain maritime. Pour faire ces essais, et pour éviter que les rongeurs viennent boussifailler nos jeunes plants, on les a entourés de protection plastique. À l'époque, on n'avait pas
pas forcément des protections qui étaient recyclables. Et donc aujourd'hui, dans ce projet-là, et je pense que ça fait partie des choses qui sont importantes à partager, on va mobiliser les collaborateurs dans le cadre du mécénat de compétences pour aller nettoyer ces protections et donc, entre guillemets, déplastifier notre forêt. Donc ça, c'est un projet qui est, encore une fois, qui peut paraître assez anodin, mais qui pour autant a vraiment une vraie portée scientifique et la qualité du comité scientifique qui a validé donc hier ce projet en est quand même une preuve. Et pour avoir échangé très très souvent avec le Conservatoire d'espaces naturels, ils sont extrêmement intéressés, extrêmement friands justement des travaux et des analyses et des marqueurs qui vont pouvoir poser sur justement l'impact des travaux qu'on va mener. On va servir de cobaye pour les autres et ça c'est quand même extrêmement positif et extrêmement sympa. On va être regardé avec un œil gourmand. Est-ce que sur ce projet, vous avez des questions ou des interrogations ? On y reviendra de façon assez régulièrement parce que c'est un projet qui va nous amener jusqu'à 2030, parce que on va suivre régulièrement l'évolution des travaux. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est le but du jeu, c'est de voir comment les travaux qu'on fait sur les lagunes forestières, quelles incidences ça va avoir, alors on espère évidemment positive, sur la restauration des plantes endémiques et sur la biodiversité. Anne-Marie. Oui, bonsoir à tous. C'est vrai que tu nous avais présenté ce projet qui a été récompensé par un fonds de soutien. La dernière fois, fonds de dotation. Je reviens à ce que tu disais, le nettoyage. Comment vous allez organiser ça? Est-ce que vous allez faire participer des collaborateurs de la caisse, des administrateurs, des sociétaires, des écoles peut-être, je ne sais pas, pour être un élément sensibilisateur supplémentaire? Alors, à ce stade, c'est pas encore, on n'a pas encore défini les modalités. Alors, ce qu'on a prévu de faire, c'est effectivement. Alors, on a une association sur le territoire de Nantucket qui peut porter et qui peut effectivement organiser ça. C'est la Fédération de chasse. C'est des gens qui sont qui depuis de très très nombreuses années donc sont vraiment des partenaires extrêmement attentifs à ces travaux. Il y a donc cette association de chasse et l'ONF. Je pense qu'on le ferait plutôt sous l'égide de l'ONF. Et pour moi, il y a trois axes possibles. Il y a effectivement le mécénat de compétences à travers Solidaire avec les collaborateurs de la CEPC. On peut effectivement ouvrir le sujet auprès des administrateurs, parce que vous avez vu, on l'a présenté lors des conseils d'administration, que dans les feuilles de route de redynamisation de la vie de la SLE, on a un projet, on va l'imaginer sur la fin d'année, d'ouvrir le mécénat de compétences aux administrateurs. Et effectivement, il y a un troisième sujet, parce que sur cette parcelle de Matoukat, on a une maison qu'on est en train, pour laquelle la Caisse d'épargne est en train de réfléchir à son évolution. Et effectivement, ça pourrait être aussi le moyen peut-être de faire venir des étudiants, des collégiens pour les sensibiliser à ces sujets-là. On a, encore une fois, avec Aline, on est allé à plusieurs reprises sur le site. Tous les acteurs qu'on a vus, que ce soit l'ONF, que ce soit le conservatoire, que ce soit la fédération, l'association de chasse, c'est des gens qui sont passionnés. J'ai été assez surpris, ça m'avait même presque un peu pas choqué, mais la première fois qu'on y est allé, il y avait le big boss de l'ONF, quelqu'un qui a un âge certain, à peu près le mien. Donc, c'est-à-dire qu'il en a vu quand même depuis des années. Il a vu des arbres et des arbustes. À chaque fois qu'il allait voir un arbuste qui n'avait pas survécu, un feuillu, il est presque les larmes aux yeux. C'était quand même assez étonnant. Je l'avais dit à Aline d'ailleurs, c'était quand même assez surprenant. Et à chaque fois, il enlevait
enlevait le plastique, il regardait, il touchait les feuilles. Voilà, c'était vraiment un truc c'était dans ses tripes. Et pourtant, encore une fois, je pense que ça fait quand même des années qu'il est là-dessus. Donc, au niveau de ce nettoyage, je pense qu'on pourrait jouer sur ces 3 leviers. Et je pense qu'on aura on peut l'associer en plus à vraiment des sensibilisations sur la forêt, sur la biodiversité, sur l'écologie, qui pourraient être extrêmement passionnantes. Oui, merci Thierry. Dernier sujet, donc là, on va être, donc là, on est sur le pas de tir. Le lancement donc va se faire lundi. Là, c'est un magnifique programme. Là, on a, Marine, la vidéo, je veux la lancer, je sais plus. Je sais plus si on peut. Oui, c'est bon, je pense. C'est bon, je suis pris d'un doute, je sais pas sur quoi je clique. Non. Toc, 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 toc. Elle est là peut-être, c'est celle-là? Oui, exact. Et si je la lance comme ça, vous aurez le son ou vous n'aurez pas le son? Je sais jamais. J'espère qu'il y aura le son. Bon. C'est une vidéo qui dure quelques instants, mais qui pose bien le sujet, et je reviendrai après sur le calendrier et sur le contenu. Alors, est-ce que ça marche? On n'a pas le son, Thierry. Non, je suis d'accord avec vous. Il faut chanter. Il va pleuvoir. Pourquoi j'ai pas le son? Je suis à fond. Pourtant, j'ai mis le lien. Sans le son, c'est moins fun. Hein. Comment on fait pourtant, j'ai le son qui est à fond partout. Là, je suis désolé. Bon, ça c'est ce qu'on appelait pour les plus jeunes l'effet Bonaldi, où il y a toujours effectivement un truc qui marche pas. Bon, ça c'est donc c'est pas grave. Hop, on va faire un petit coup de marche arrière. Je récupère mon clavier. Tac, tac, tac. Ou alors, je la mets et en parallèle et je mets le son. Allez, on peut tenter. Mais je ne suis pas sûr. Marine, il est 10h24. On va peut-être. On va vous l'envoyer, ça sera plus sûr. Là, ça marchera. Parce qu'effectivement, sur Teams, une fois sur deux, on se mélange les pinceaux. Je reviens sur cet appel à projet. Donc là, un magnifique appel à projet qui va être lancé donc, à partir de lundi. Au niveau des règles du jeu, on est là, on ne sera pas dépaysé par rapport au fonds de notation, hein, c'est-à-dire qu'on est sur les mêmes principes. Donc, c'est des associations éligibles au mécénat. Avec un calendrier qui va être sensiblement le même que celui qu'on connaît, qu'on a connu les années passées sur les appels à projets sur les jeunes. Donc là, lancement le 14 avril. Là, on va vous partager à partir de lundi, on va vous partager donc un support qui vous permettra vraiment d'arroser le plus largement possible toutes les associations que vous pouvez connaître et qui œuvrent ou qui peuvent œuvrer sur ces projets liés à la biodiversité. Pour que à fin juin, voilà, on ait le maximum de projets. Là, on n'est pas, là, on est, on va dire, sur tout domaine, hein, que ce soit la forêt, que ce soit la mer, que ce soit les espaces naturels, que ce soit les zones humides. Là, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de limite. Donc, on va avoir cette phase de consultation. Toujours pareil, pas de changement pour les associations, ni pour vous. Hein, les dossiers seront déposés sur la plateforme Optimize, qui est la plateforme de gestion de nos dossiers du fonds de notation. Hein, là, il n'y a pas de changement.
Et puis, comme précédemment, on aura cette phase de sélection qui va nous animer donc jusqu'au 30 septembre. Si je prends l'exemple de l'année dernière, on a eu plus de 40 dossiers sur l'appel à projets jeunes pour arriver au final à 22 projets retenus. Là, je pense qu'on aura aussi voilà, beaucoup de dossiers, en tout cas là, par rapport aux échanges qu'on a pu avoir cet après-midi. On a rencontré beaucoup d'associations extrêmement intéressées par le sujet avec des projets qui, à mon avis, vont être très intéressants. Et puis, sur le dernier qu'on sur les conseils du mois de novembre du fonds de dotation, donc on aura le vote, la sélection donc, des projets lauréats, et puis, comme d'habitude, le vote du coup de cœur qui va rentrer dans la compétition nationale, en espérant de faire encore mieux que cette année, parce que cette année, l'association a terminé 3e. Là, j'espère que le coup de cœur montera au moins une, voire 2 marches, ça serait génial, mais je pense qu'on a vraiment des belles opportunités sur notre territoire nouvelle d'Aquitaine Poitou-Charentes pour avoir des très beaux projets. Donc là-dessus, par avance, un grand merci, parce que là, vraiment, l'objectif, c'est que vous puissiez partager, et encore une fois, je vous les enverrai dès lundi, on vous mettra les supports sur le site administrateur. Et essayer de faire rayonner ce projet, cet appel à projet autour de vous. Au niveau de l'équipe, c'est toujours les mêmes joueurs, hein. Vous allez retrouver Rosalina et moi-même là, pour vous guider ou orienter des associations qui auraient des questions sur l'appel à projet. Après, on n'a pas il n'y a pas de spécificité au niveau des structures, au-delà de ce que je vous ai mentionné. Les règles, elles sont habituelles, hein, si je prends le dernier point ou les 2 derniers points. Donc, c'est effectivement association. On peut effectivement aussi intervenir sur le fonds de dotation, mais là, pour être plus précis, nous, on va plutôt rechercher des projets portés par des associations. Et on va aussi, mais ça, c'est les règles habituelles, travailler avec des structures qui sont déjà existantes. Hein. C'est au moins 12 mois. Il faut qu'elles aient au moins la capacité de nous produire un budget ou en tout cas un compte résultat. Et puis, voilà, qu'on ait des projets qui soient solides. Mais enfin, ça, vous avez l'habitude, les référents philanthropie ont l'habitude et commencent à être, sont très affûtés sur les dossiers qui sont recevables sur le fonds de dotation. Voilà. Un magnifique projet. Là, je suis très impatient de voir les premiers dossiers. Et encore une fois, un grand merci par anticipation pour ce que vous ferez pour faire vivre cet appel à projet qui va se lancer dès lundi prochain. Il est 19h30. Hélène, on n'a pas fait exprès, mais on va dire que si, un petit peu, mais si. On l'a tout à fait exprès. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, naturellement. On prendra le temps qui est nécessaire pour y répondre. N'hésitez pas. Oui, alors juste dire sans se mettre la pression qu'effectivement, on voulait vous communiquer cette information du lancement au 14 avril, dès à présent. Et il y a jusqu'au 27 juin, donc on a le temps de travailler. Pour autant, il ne faut pas, le temps que les associations constituent leur dossier, il faut se dire que ça serait bien qu'on se mette en mouvement assez rapidement. Oui, absolument. Anne-Marie. Excusez-moi, à moins que je n'ai pas saisi, mais comment va être distribué ce fonds de dotation parce que peut-être que j'aurai la réponse. Alors, c'est complètement vénal, mais si jamais j'ai la question, que je puisse répondre. En fait, Anne-Marie, on reprend le même dispositif. Oui. Donc, c'est l'appel à projet. Et donc, c'est le jury, en fait, est constitué des membres du conseil d'administration du fonds régional. Voilà, c'est la thématique.
voilà, mais c'est pas tout à fait ce que je demandais, c'était par rapport aux 80 000 euros, comment vont-ils être distribués après? Ah, alors on n'a pas, on n'a pas de grille, on n'a pas encore de grille effectivement précise, et surtout on a on n'a pas de cours d'expérience sur les montants moyens. C'est vrai que sur les jeunes, on commençait, à avoir un peu, voilà, des notions d'être à la fois soutien suffisant pour pas faire de saupoudrage, mais de rester dans le besoin. Voilà, sur la biodiversité, on va tous un peu apprendre. On a aussi la fédération qui sera là voilà, pour nous guider. Et puis, on pourra partager avec les autres caisses d'épargne aussi, voilà, pour essayer de vous conseiller. Après, c'est vous qui votez, mais voilà, pour monter des projets voilà, qui tiennent la route et pouvoir quand même accompagner un maximum d'associations sur tout le territoire. Ce que dit Hélène, c'est important. Hein, le but du jeu, en tout cas, c'est une orientation qui est celle du fond depuis longtemps, et moi, j'enfile le costume avec grand plaisir. Voilà, ce qu'on ne veut pas, c'est du saupoudrage. Hein. Donc, si on prend l'exemple de l'an passé, on était sur 22 dossiers. L'année avant, c'était un petit peu moins. Mais effectivement, voilà, l'idée, c'est qu'on ait des accompagnements qui tournent entre 4 000 et 6 000 euros. Hein, et il faut qu'on ait des choses que si effectivement on tombe sur des choses qui n'ont pas d'intérêt, ou en tout cas voilà, c'est du saupoudrage, et où notre action est très mineure, et là c'est pas du tout l'idée. Hein. Là le but du jeu, c'est d'être vraiment d'accompagner de façon sérieuse, engagée les projets. Donc voilà. En tout cas, je pense qu'on va rester sur en bout de chaîne sur une quinzaine, 22 dossiers. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va vous remercier extrêmement chaleureusement. Un grand merci à Jean-Jacques et à Laurent pour les mots extrêmement gentils, en tout cas je les ai pris comme ça, sur la création de la gestion de l'impact. Ça fait plaisir, parce qu'effectivement, je vais me lancer un petit coup de chapeau à Hélène, que je vois œuvrer depuis que je l'ai rejoint au mois d'octobre sur ce qui était à l'époque un projet. Et voilà, c'est une belle récompense, et j'en suis extrêmement fier. Voilà, et ça me fait très plaisir de rejoindre cette équipe en tant que directeur du département de développement coopératif, et encore un grand coup de chapeau à Hélène qui le mérite, mais ça c'est un petit clin d'œil très, très personnel. On le partage, on le partage. Vous me faites rougir. Bonne soirée tout le monde, merci beaucoup. Bonsoir. Merci, à beaucoup. bientôt. Bonsoir. Bonne soirée à toutes et à tous. Allez, au revoir. Bonne soirée. Et bravo et merci. Merci.